les pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, qui avaient bombé le torse le 28 janvier 2024 pour déposer une note disant qu'eux sortaient de la CEDEAO. Plus nous approchons de l'échéance, il est important de rappeler à tout le monde que lorsque tu sèmes quelque chose, quand arrive l'heure de la moisson, quand tu veux faire semblant d'avoir oublié, on doit te rappeler pour te dire ce que tu avais sémé là. Ça a poussé, ça a donné, il faut venir, tu vas enlever. Donc, le 28 janvier 2025 sera la date qui va voir ces trois pays-là quitter officiellement la CEDEAO. Et nous nous sommes posé la question de savoir, et si on inversait les rôles, est-ce qu'après le 28 janvier 2025, est-ce que la CEDEAO pourra survivre au départ du Mali, du Burkina et du Niger? Qu'est-ce que la CEDEAO sera après le départ de ces trois pays? Et là, déjà, bien évidemment, il faut dire que ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que la réalité est celle-ci. C'est que ces trois pays qui se disent aujourd'hui AES, en réalité, en termes de population, ils ne représentent que 17% de la population de la CEDEAO. Et en plus de cela, quand tu prends les trois pays mis ensemble, leur PIB, le PIB, c'est l'ensemble des richesses que tous les citoyens de ces pays ont pu produire sur un an. Quand tu mets tous ensemble, la richesse totale créée par ces trois pays de l'AES, ça ne représente que 10% du PIB de la CEDEAO. Donc vous voyez que ce soit en termes de population, que ce soit en termes même de création des richesses, ces pays ne représentent rien. Ces pays-là même étaient même un poids pour la CEDEAO. Parce que c'est à cause de ces pays, même étant dans la CEDEAO, leur pauvreté légendaire et leur misérabilisme faisaient que la CEDEAO était obligée, ces pays qui n'arrivaient même pas à payer leurs cotisations, c'est à cause de ces pays misérables que la CEDEAO était obligée d'aller chercher des financements et des partenariats. Parce que ces pays-là n'ont jamais été capables de payer leurs financements comme ils se devaient. Et donc, quelque part, c'est une situation qui va beaucoup arranger la CEDEAO, en ce sens qu'on se sera débarrassé de la gangrène, de la pauvreté, et ça va nous permettre d'être encore plus lucides en tant qu'organisation. Deuxième chose, ça va aussi faciliter et clarifier les rapports des mouvements des populations. Parce que voilà des gens, quand ça les arrange, les coups d'État et le désordre dans le désert, quand ça les arrange d'être des djihadistes pour essayer de s'enrichir à travers le banditisme et le désordre, là, ils ont besoin d'être AES. Mais quand il s'agit de venir profiter des autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, là, c'est plus facile de se déplacer. Ils se souviennent que donc, eux, c'est une nécessité pour eux de quitter leur état misérable pour se déplacer, pour venir dans ces pays-là. Et ils trouvent que c'est un droit de se déplacer. Et donc, ça sera encore une très bonne chose à partir du 28 janvier 2025. Quand ces misérables vont quitter la CEDEAO, ça va nous permettre de dire, bon, il n'y a plus de mouvement entre nous. Oui, il y a des Ivoiriens au Mali, il y a des Ivoiriens au Burkina. Mais si on doit faire la balance là, celui qui va gagner et perdre là, on le connaît déjà. Si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, les gens disent qu'il y a 2 millions, 3 millions de Burkinabés. C'est faux. Il faut compter au minimum 8 à 10 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Je dis bien, je n'ai pas dit Maliens, je dis Burkinabés seulement. Il faut compter au minimum 10 millions. Et donc là, la CEDEAO qui favorisait les mouvements entre les populations, ça va beaucoup nous arranger. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, imaginez-vous qu'on fasse payer à ces individus la carte de séjour, et ce, à des prix que nous avons déjà étudiés, des prix très abordables de 300 000 francs par an. Ça va beaucoup enrichir la Côte d'Ivoire. Nous demandons aussi la réciprocité. Que ces pays-là aussi taxent les Ivoiriens qui vivent dans leur pays. Parce que tu ne peux pas demander quelque chose et ne pas accepter qu'on te fasse la même chose. Et c'est là qu'on va voir qui est vraiment le plus fort et qui ça va arranger. Et donc, il faudrait que nos États de la CEDEAO profitent de cette occasion. Et c'est là que je salue le Ghana.
Les étrangers qui voulaient ruser avec le Ghana, avant-hier, le Ghana ne s'est pas fatigué, puisque tout le monde a besoin d'un téléphone aujourd'hui. Le Ghana a désactivé tous les téléphones des étrangers qui n'ont pas de carte de séjour. Et donc, ça veut dire, aujourd'hui, on peut te traquer de n'importe quelle manière. Et donc, la Côte d'Ivoire devra adopter les mêmes mesures pour se protéger à l'avenir, mais surtout pour faire comprendre à ces gens-là que le bon choix qu'ils ont fait de se replier sur eux-mêmes et de vivre une nouvelle expérience, on va leur permettre de vivre cela, mais il ne faudrait pas qu'ils nous amènent leur négativité et les conséquences de leurs actions. C'est très important. À travers aussi cette séparation, la CEDEAO devra profiter pour créer une organisation militaire pour se protéger du djihadisme. C'est vraiment très important. Il y a une force en attente, mais la CEDEAO devra aussi réfléchir et redéfinir même les fonctions de cette force-là pour essayer aujourd'hui, parce qu'on a vu le Bénin qui a été attaqué, la Côte d'Ivoire qui a été attaquée déjà, le Ghana, pas encore, ou bien je ne sais pas. Voyez-vous, il est donc important qu'on puisse créer une force de réaction rapide contre le terrorisme en tant que CEDEAO, pour leur dire voilà la barrière que vous ne pouvez pas franchir. Seuls les pays ne peuvent pas. Il faut une coordination, une synergie des actions. Et donc, en ce qui concerne le processus d'intégration, les conséquences aussi, si ces personnes-là quittaient, c'est que ça va tuer le programme global qui voulait que notre sous-région puisse atteindre un point de convergence. Il y avait un niveau de développement que chaque pays devrait atteindre pour pouvoir évoluer. Ça sera déjà un échec pour l'Afrique. Et ça, tous les Africains doivent retenir une chose. Ce sont des pays défaillants qui nous ont conduits à cela. Incapables de développer leur pays. Ils se sont mis en retard pour que cela puisse avoir des conséquences sur l'évolution globale de notre Afrique de l'Ouest. Ça aussi, il faudrait que les uns et les autres retiennent cela. Et donc, au-delà des mouvements d'humeur de ces dirigeants de l'AES, il leur aurait certainement fallu prendre le temps nécessaire d'évaluer les conséquences immédiates de leur retrait de l'organisation qu'est la CEDEAO. Personne ne vous a dit que la CEDEAO était imparfaite, mais nous ne blâmons pas votre choix. Mais nous disons que nous autres qui voulons encore croire à la CEDEAO, nous vous disons que vous devrez être capable d'accepter aussi les conséquences de vos choix, que ce soit au plan politique et au plan économique. On a vu tout dernièrement le Burkina qui veut faire des levées de fonds à partir de l'UEMOA. Mais l'UEMOA est un fruit de la CEDEAO. Et donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans une organisation, mais en même temps vouloir bénéficier des avantages de cette organisation. Ça, ce sont des choses qu'il faut arrêter et il faut être très clair avec eux. De la même manière que eux, ils ont eu la possibilité de se dire qu'ils vont quitter la CEDEAO, il faudrait que la CEDEAO elle-même ait aussi le courage de leur dire voilà aussi la liste des conséquences qui vont avec. Et donc, allez plutôt faire des levées de fonds en roubles en Russie, ou bien en Corée du Nord, ou bien en Iran, puisque ce sont les pays qui vous font rêver aujourd'hui. Donc, en se retirant de la CEDEAO, surtout comme il l'avait dit, mais sans avoir le courage de le faire avec soi-disant effet immédiat, leur objectif, tout le monde connaît. Tout le monde connaît leur objectif. C'était au-delà de se replier sur eux-mêmes pour pouvoir gérer leur pouvoir dans l'illégalité. C'était aussi pour essayer de désorganiser la sous-région, pour désorganiser une organisation qui était déjà là et nous offrir une certaine organisation soi-disant AES qui n'a ni tête, ni pied, ni siège, ni modèle de fonctionnement, ni expérience. Mais aujourd'hui, quand on se ramène même à l'esprit critique, c'est un nouveau pôle géostratégique qu'ils avaient voulu créer. Mais comment des gens qui ne représentent que 10% du PIB de l'économie de la sous-région, comment des gens, une population faible et caractérisée par la pauvreté, depuis quand on a vu des misérables et des pauvres diriger ceux qui les nourrissent. Et ça, on ne va jamais l'accepter. Simplement, nous comprenons que l'AES, pour nous, c'était simplement une volonté des dirigeants putschistes illégaux, des usurpateurs, de se soustraire des règles de la communauté pour pouvoir prospérer dans le désordre qu'eux-mêmes ils ont créé dans leur pays. Et ça, à partir du 28 janvier 2025, souhaitons et prions Dieu que
ils puissent véritablement quitter et que la CEDEAO puisse valider cette décision-là, ça va nous arranger, nous tous. Parce que quand on les voit venir en masse dans nos pays pour vouloir profiter des bienfaits de nos pays et de nos organisations et en même temps souhaiter que nous puissions aussi assumer les conséquences de leurs actions, ça nous fait très mal.